qu'est-ce que c'est qu'un atlas de paysage? C'est un outil de connaissance, avant tout, connaissance des territoires. Et le but, c'est vraiment d'identifier, de caractériser, de qualifier les paysages. Qu'est-ce qui fait la singularité de ces paysages? On va dire, parce qu'on s'était posé la question à un moment, Paris, c'est urbanisé, c'est quoi le paysage? C'est quoi un paysage urbain? Et en fait, le but, ça sera d'établir le portrait de ces territoires, justement, tel que perçu par les populations. C'est un point important de la Convention européenne du paysage, sur laquelle repose le principe de l'Atlas. La Convention a défini les paysages comme une partie de territoire telle que perçue par les habitants du lieu ou les visiteurs. Et c'est une partie du territoire qui évolue dans le temps sous l'effet des forces naturelles et de l'action des êtres humains. Donc c'est un paysage, c'est pas fixé, on n'est pas en train de figer le territoire parisien. Mais l'idée, c'est de vraiment tracer le portrait avec les singularités, les caractéristiques et ce qui fait l'esprit des paysages. Donc la connaissance des paysages lors de la réalisation d'un atlas, elle est acquise avant tout à visée opérationnelle. L'idée, c'est d'ensuite de pouvoir que cet atlas serve à éclairer le choix des acteurs des territoires, de servir de référence pour développer des projets qui sont justement adaptés à l'identité paysagère des territoires. Et du coup, pour avoir cette connaissance partagée, le principe, c'est que ça soit une élaboration conjointe entre l'État et les collectivités territoriales. Et du coup, les CAUE sont fréquemment associés dans la mesure où ils sont vraiment au contact et ils sont le conseil sur ces sujets sur le territoire. Et l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire, d'où ces ateliers qu'on va organiser pour l'Atlas des paysages de Paris, avec justement l'appui du CAUE. C'est la mission principale du CAUE, c'est d'organiser toute cette consultation, concertation, association. Et ce travail s'inscrit dans un cadre plus large. Donc l'Atlas bénéficie en fait depuis la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 2007. Donc l'Atlas bénéficie d'une assise juridique qui est définie à l'article L351B du Code de l'environnement. Et il y a en même temps, en ce moment, une méthode en cours de refonte par les services de l'État. L'élaboration d'un atlas s'inscrit dans une méthodologie, dans un cadre qui a été défini par le ministère afin de la transition écologique pour donner une ligne, une architecture, une colonne vertébrale à tous les atlas qui sont réalisés sur le territoire national. Donc il y a l'objectif de la mise à jour de la méthodologie, c'est justement de renforcer la gouvernance, qui est un point très important, standardiser la manière de représenter les documents, comment on représente les documents de planification, les supports de communication, l'appropriation. Donc c'est aussi quelque chose de vivant, les atlas et la méthodologie. Où est-ce qu'on en est actuellement pour les atlas? Il y a eu un vaste programme d'atlas régionaux puis départementaux qui ont été lancés par l'État en 1994. Et en Île-de-France, actuellement, tous les départements bénéficient d'un atlas de paysage. Sur le Val-de-Marne, c'est bientôt finalisé. Les Hauts-de-Seine souhaitent démarrer une mise à jour en 2023. La Seine-Saint-Denis a été terminée en 2020, début 2020. Et donc, il nous manque Paris, donc la Grande Couronne est couverte. Il nous manque Paris pour finir de remplir le camembert régional et pouvoir envisager aussi une synthèse régionale ou métropolitaine. Les deux échelles pourraient être pertinentes. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour poser le cadre, et je passe la parole à Avila Tourny pour l'ancrage territorial parisien. Merci. Je poursuis sur la question de la destination de ce document. Un atlas de paysage s'adresse à une diversité d'acteurs, tant de l'aménagement et de l'urbanisme qu'au grand public. Effectivement, on peut imaginer que des opérateurs, des aménageurs, des constructeurs peuvent être intéressés à connaître le contexte paysager analysé dans lequel ils développent leurs projets. Les services de l'État également, les services municipaux. Et cela permet de guider la stratégie d'aménagement localement et la conception de projets, et d'intégrer au mieux le patrimoine, les paysages et leur qualité. Pour le grand public, il faut aussi veiller à garder un ton assez accessible
pouvoir sensibiliser à l'importance de la qualité du cadre de vie et pouvoir donner aux populations aussi une idée de l'évolution de leur paysage et bien sûr associer dans la méthode de construction les habitants à la définition de ce document qui leur appartient. Alors, qui réalise un atlas? On a une diversité d'acteurs, mais ce copilotage, donc bien sûr État et Ville de Paris, comme la plupart des atlas d'ailleurs, généralement donc c'est l'État et la collectivité qui le portent, bien souvent appuyé par le CAUE du département. Donc en l'occurrence le CAUE de Paris nous aide pour l'ensemble des démarches participatives, ça a été dit, et le titulaire du marché qui a été présenté. Aujourd'hui, l'équipe de l'EPFL menée par Paola Vigano, Grand Prix de l'urbanisme, et enfin un collège représentant des populations. Ce panel d'habitants et d'usagers qui se sont portés volontaires pour accompagner la démarche sur le temps long et qui était présent au premier atelier de mi-mars et qui poursuit l'aventure avec nous pour aider à vraiment dans le processus de construction collaboratif et participer aux rencontres du groupe de travail. Également des experts, bien sûr, de tous horizons. Et voilà, un ensemble d'acteurs qui se lancent dans cette démarche qui portera donc sur une période de 2 ans jusqu'à début 2024. L'association des habitants, c'est important de refaire un focus parce qu'il y a une diversité de façons d'associer les habitants. Tous les atlas ont leur propre méthode. À Paris, on a opté pour une diversité de concertation, collaboration. D'abord, cette collecte des perceptions sur le paysage, elle passe par beaucoup de choses, mais il y a eu un questionnaire paysage, des balades, des parcours, la concertation du PLU. Ensuite, le concours photo sur lequel on reviendra plus tard dans la matinée, cet observatoire photographique du paysage auquel contribuent en fait les habitants, les usagers du territoire. Des promenades aussi, tests thématiques, ce sera plutôt au printemps. Vous y serez invités pour justement nourrir cette définition des paysages et des unités paysagères. On va revenir sur le concept. Et l'atelier de l'Atlas, donc les ateliers au pluriel, on en est au second. Et suivi aussi, jalonner cette démarche de conférence. On espère les conversations de l'Atlas prochainement. Voilà. Alors, le premier atelier de l'Atlas à l'Académie du Climat au 14 mars dernier était très intéressant et a permis sur toute une journée de définir ensemble un certain nombre de grandes idées et de grandes orientations pour ce document. Tout d'abord dire que le paysage est un bien commun et que pour cela donc il y a une importance de la communication et du récit dans l'Atlas. Ce récit et cette communication aisée à travers des supports audiovisuels, écrits, vidéos et autres, des dessins. Voilà, il y avait une véritable envie d'avoir une diversité de supports pour appréhender ces paysages. Aussi une envie de diversité d'échelle, de passer de l'échelle du quartier et aussi s'ouvrir au grand paysage de l'échelle métropolitaine. Également parler de paysage vécu, de paysage en mouvement, donc de perception du paysage, mais aussi d'évolution dans le temps du paysage. Un autre axe fort qui est ressorti des débats, des discussions, c'était un atlas accessible, adapté et utile. La première génération des atlas départementaux dans les années 90, c'était un grand livre, un beau livre de photographie, de paysages naturels. On n'est peut-être plus dans cette idée-là aujourd'hui, en tout cas peut-être pas pour l'Atlas de paysages de Paris, avec une envie vraiment de forme plurielle et interactive, de sites web, peut-être d'applications aussi sur téléphone, aussi de grands supports, de belles cartes, mais sous d'autres formes. On y reviendra rapidement. Donc facilement téléchargeable, consultable, et aussi une accessibilité dans le niveau de lecture. Un troisième axe était vraiment l'idée de diffuser et faire vivre cet atlas avec l'association des habitants dans un observatoire photographique du paysage. C'est à ce moment-là que l'idée est venue. Et une mobilisation citoyenne par des promenades, un processus vraiment vivant de construction de l'atlas. Alors, les objectifs de l'atlas, il y en a 6. Donc gardez-les en tête aussi pour toute la journée. C'est intéressant de se dire que, premièrement, il faut effectivement
connaître et faire connaître la diversité des paysages parisiens à travers ce document, c'est l'enjeu. Donc, essayer de constituer l'ensemble des données qui permettraient d'arpenter, de comprendre, donner à voir ces paysages et s'adresser au grand public non initié, hein, mais également aux acteurs du cadre d'Œuvry plus experts. Un second objectif est de retranscrire ce regard des populations, je l'ai déjà dit. Je reviens pas trop dessus, mais effectivement, le rôle actif du public dans la qualification de ces paysages. Troisième axe, orienter les actions et décisions d'aménagement et guider l'action publique. Alors, bien sûr, le plan local d'urbanisme bioclimatique est en cours de construction et il donnera très prochainement des grandes orientations, y compris sur le paysage parisien. L'atlas de paysages viendra les poursuivre et les ancrer localement dans des unités paysagères et l'augmenter aussi de cet aspect participatif des populations. Donc c'est vraiment cette idée-là de protéger tant les qualités observées du paysage actuel que de gérer l'évolution sur le temps long, ou en tout cas la renseigner dans un atlas de paysage et donner aussi des conseils de pratiques de gestion de ces différents espaces. Un quatrième axe serait de donner des clés pour la création de projets cohérents. Concrètement, quand un architecte, un concepteur, un aménageur souhaite intervenir sur un territoire, il aurait cette base de données, cette connaissance pour faire un projet qui s'insère au mieux tant dans le grand paysage que dans le paysage local, et grâce aussi à des recommandations qui auraient été formulées dans l'atlas. Voilà. Un cinquième axe serait bien sûr d'analyser ce paysage parisien à l'échelle de la métropole. Bien sûr, le paysage s'affranchit des limites administratives et pouvoir donner cette ouverture aux continuités avec la métropole ou aux ruptures également, donc les identifier et peut-être essayer de définir des dénominateurs communs qui fédèrent le Grand Paris à différentes échelles. Et bien sûr, dans un atlas de paysage, on y reviendra, il y a des unités de paysage, paysagères, et nos voisins ont défini déjà des atlas de paysage, ça a été dit, et des unités paysagères avec leurs propres enjeux. Donc un enjeu aussi de faire un lien avec ces unités paysagères riveraines sur le territoire parisien. Et le dernier objectif, c'est porter un regard sur ces paysages qui soit conscient des enjeux actuels qui sont nombreux, mais déjà l'adaptation au changement climatique, évidemment. Regarder ces paysages sous cet œil-là, qui implique une évolution rapide, et la diversité et l'émergence de nouveaux usages aussi dans la ville, ainsi que le sujet de la biodiversité. Alors la forme d'un atlas, alors elle peut être multiple, hein, on l'a vu sur les autres atlas. Voilà, on a noté une série de souhaits, en tout cas, un site web, et c'est dans le cahier des charges de toute façon, on s'y attelle, un site web qui permettra donc cette accessibilité, y compris avec des données pour des experts assez poussés, une application mobile pour découvrir des composantes majeures du paysage, probablement accessible à tous. Des unités paysagères, ça c'est vraiment l'incontournable d'un atlas de paysage. Donc ces grandes unités, cette grande maille en fait, qui permet en fait d'aborder la complexité d'un territoire. Une carte de paysage. Alors pour traduire ce paysage vécu par les habitants, mais aussi avoir une analyse de paysage experte. Donc une grande carte de paysage, j'y reviendrai. Des parcours. Aussi pour assurer la continuité avec la métropole du Grand Paris, et un observatoire photographique du paysage, on l'a dit. Et à la fin, on aimerait quand même un bel objet éditable, une grande carte pliable avec des parcours, cette carte sensible. On va le construire ensemble, mais voilà, avoir un support papier. Les unités paysagères, pour revenir sur la notion, on voit ici une image de l'atlas de paysage des Hauts-de-Seine, avec en rouge ces 4 grandes unités de paysage qui sont ensuite sous-divisées en sous-unités de paysage. C'est le socle géomorphologique, topographique qui trace ces unités, mais pas seulement. On a aussi le tissu urbain, c'est la superposition d'un ensemble de facteurs
qui amène à considérer qu'on se trouve dans un paysage qui se distingue du voisin et qui a ses enjeux propres et ses caractéristiques propres. Donc, c'est dans cette phase 1 qui s'engage de travail sur l'Atlas de paysages de Paris. Nous devons réfléchir à cette idée d'unité paysagère et comment on pourrait les tracer à Paris, les délimiter, certainement différemment que dans des atlas de paysages plus grands paysages et naturels. Les unités paysagères, voilà, je parlais du socle et du géographique qui aident bien souvent au tracé, mais pas seulement. Et ensuite, bien sûr, dans un atlas de paysage, on retrouve des photographies, mais c'est encore mieux quand elles sont commentées, quand elles sont analysées, et pour guider le regard et mettre en avant l'essentiel à retenir d'un paysage. Donc là, c'était un document de Lapure sur le grand paysage parisien. La carte de paysage, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle peut être fondée tant sur l'analyse paysagère experte et objective, mais aussi traduire ce que les Parisiens et les usagers ont mis en avant dans les paysages qu'ils retiennent de Paris. Et elle peut prendre une forme assez objective comme celle-ci, mais elle peut être aussi hybridée avec des cartes comme celle-là, qui parlent de perception sensible d'un site arpenté donc par des populations qui font ressortir certains aspects. Donc la forme reste à définir, mais c'est le souhait. Des parcours également, une dizaine d'itinéraires de parcours serait souhaitable pour pouvoir vraiment arpenter l'ensemble des paysages parisiens et s'accrocher à des éléments de paysage hors dans le Grand Paris et des éléments structurants du paysage. Ça pourrait aussi être des thématiques parisiennes, le Paris d'Haussmann, les cœurs d'îlots, pourquoi pas, ou des espaces verts méconnus et cachés. Voilà, on a beaucoup d'idées et la forme que ça pourrait prendre aussi n'a pas besoin d'être simplement un pointillé. On pourrait aussi imaginer que ces parcours donnent à voir, y compris dans leur tracé, ce que l'on peut embrasser du regard lors du parcours. Voilà, en synthèse, se dire qu'un atlas de paysage, c'est un outil de connaissance, voilà, en lien avec les paysages de la métropole également, qui est construit avec les populations et qui est conscient des enjeux écologiques et des dynamiques de projets à l'œuvre actuellement, qui prendra la forme d'outils numériques, mais aussi d'une forme de collection, de représentation de paysages sous la forme d'un bel objet. Et donc cette mission s'est engagée véritablement en octobre et elle s'achèvera début 2024 et sera jalonnée d'ateliers participatifs dont on a parlé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez à peu près où on se trouve. Bien sûr, tout le processus amont, rédaction ensemble, y compris après l'atelier numéro 1 de cahier des charges, prend du temps. Mais on se trouve à l'atelier numéro 2. Et au printemps encore des ateliers, des conférences et des promenades à venir.